si je vous disais que nos rapports sociaux seraient beaucoup moins anxiogènes et beaucoup moins stressants si vous preniez la connaissance de certains schémas présents dans la théorie du triangle dramatique? Dans cette troisième vidéo, nous allons explorer un peu plus le rôle de la victime. Si vous avez manqué les vidéos précédentes, vous pouvez aller les voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les différentes facettes de la victime et quelles sont les conséquences inconscientes à adopter ce type de rôle, mais aussi quelles sont les premières étapes pour se libérer de ce rôle particulièrement destructeur pour la personne qui l'emploie. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je suis Mathieu Gourmet, fondateur d'Herméveil, et j'aide les personnes anxieuses à atteindre plus de sérénité grâce à leur inconscient. Cette chaîne a pour objectif d'aider les personnes à découvrir comment il est possible de gérer leur stress, anxiété et angoisse. Et pour les personnes un peu plus curieuses, je présente des liens en dessous de cette vidéo dans la description. Alors, qui est vraiment la victime? Dans la vie de tous les jours, la victime est certainement le rôle qui active le plus facilement les rôles de chacun dans le triangle dramatique dit de Karpman. En effet, la victime va automatiquement réveiller chez les autres personnes le rôle soit de sauveur, pour aider la victime, soit réveiller le bourreau qui sommeille en chacun de nous. Pour donner un exemple, vous avez un enfant qui pleure, il va faire réagir ses parents sur deux schémas différents. Soit arrête ton cinéma, le bourreau, ou il active cette petite fibre que nous avons en nous de sauveur qui nous donne envie de l'aider ou de le cajoler. Aussi, que l'on soit dans une gentille démarche de séduction, exemple de madame qui a froid, et vérifie que le gentleman devant elle veut bien faire un effort pour l'aider à se réchauffer. Ou d'une manière, disons un peu plus dans la manipulation. Comme par exemple, votre patron qui sollicite le sauveur qui est en vous. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis dans... En se terminant par une petite délégation de tâches qu'il n'avait tout simplement pas envie de faire. Alors il existe deux types de victimes que nous allons détailler maintenant. Nous avons la victime soumise. Ce rôle invite les personnes qui sont autour d'elle à rapidement prendre une position de sauveur ou de bourreau. Elle recherche la reconnaissance en suscitant de la compassion de la part du sauveur. Dans ce rôle, la victime cherche toujours à ce que son environnement extérieur reste prévisible. Si ce n'est pas le cas, alors la victime va ressentir énormément d'anxiété. Globalement, on peut dire que dans ce rôle, la victime possède alors un rôle plutôt confortable, ce qui rend le rôle de la victime certainement celui qui est le plus difficile à quitter au vu des bénéfices secondaires qu'elle peut récolter. Bon, bien sûr, malheureusement, chez certaines victimes, de manière inconsciente, elles peuvent somatiser une maladie pour garder l'intérêt du sauveur. Tout comme il arrive qu'elles sollicitent le comportement d'un bourreau et trouver des événements extérieurs qu'elles peuvent créer ou imaginer pour maintenir cette codépendance entre la victime et le sauveur. Souvent, la victime, toujours de manière inconsciente, veut rester dans ce rôle de victime et refuse d'écouter l'aide et les conseils qu'apporte le sauveur, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Cela va énerver le sauveur, qui peut devenir temporairement un bourreau. Ensuite, le sauveur se retrouve avec de la culpabilité par rapport à la colère qu'il a dégagée. Et pendant ce temps, la victime garde toujours le contrôle de ce jeu de pouvoir. La victime soumise, on peut la reconnaître aussi sur ce comportement où elle fait tout pour éviter toute forme de confrontation. Sa réponse à toute suggestion sera un oui-oui, sans pour nécessairement faire ce qu'il a été recommandé. Moi, j'aime bien l'image du chien qui est derrière la voiture. Vous avez peut-être déjà vu sur les autoroutes. Dans le deuxième rôle, nous avons la victime rebelle. Alors la victime rebelle, même si elle sollicite aussi le côté du sauveur, elle est reconnaissable par le refus presque systématique de toutes les solutions ou suggestions que le sauveur peut lui présenter. Et on pourrait presque entendre au ton de sa voix que des fois c'est empreint de violence et de dédain. À ce moment-là, la victime, en fait, en réponse de l'aide apportée qui n'est pas à la hauteur de ses attentions, elle se retrouve automatiquement à avoir ce mini-rôle de bourreau. Ça fait un peu le chaud-froid, ce qui va énormément fatiguer le sauveur et ramener finalement le sauveur au statut de victime. Il est jugé parce que ce qu'il apporte comme aide est absolument pas satisfaisant aux yeux de la victime. Et comme à ce moment précis, le sauveur n'est pas reconnu dans l'aide et les conseils qu'il apporte,
voire il se sent diminué dans le peu de valeur personnelle qu'il a de lui-même, cela va amener le sauveur à devenir un bourreau sur la victime qui initialement tentait de sauver. Pour un triangle, je trouve que ça tourne plutôt en rond, pas vous? Après, ce statut de victime rebelle peut aller beaucoup plus loin dans les réflexions et dans les accroches psychologiques et particulièrement pernicieuses. On peut avoir, en fait, tu ne m'aimes pas, on ne peut pas te faire confiance, tu n'arrives pas à me rendre heureux, tu me fais du mal, tu n'as jamais le temps pour moi. On peut même découvrir une justification à la vengeance. Puisque tu ne fais pas cela pour moi, eh bien, ou encore, comme tu n'es pas un homme attentionné, je couche ou je pars avec ton frère, comme tu ne m'aimes pas vraiment, c'est pour cela que j'ai essayé de me suicider. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet des bénéfices cachés de la victime. La victime, en plus de se nourrir dans l'interaction, elle a aussi ce seul rôle où il est tout à fait possible de se plaindre. Et clairement, de ne pas prendre de responsabilité, vu que tous les problèmes viennent finalement de l'extérieur. Elle a souvent aussi en bénéfice caché, souvent l'excuse de ne pas bouger et de passer à l'action. C'est tout à fait normal, finalement les problèmes sont à l'extérieur et on attend l'intervention d'un sauveur. En plus, on se met en inspecteur de travaux finis où on va analyser et évaluer si le sauveur est à la hauteur de nos exigences. Il faut dire que c'est toujours plus simple d'attendre des autres que de faire soi-même. Et de manière plus poussée, elle crée un mécanisme de dépendance qui peut devenir très étouffant pour le sauveur. Alors maintenant, je vais aborder les pensées négatives de la victime. Souvent, la victime a un sentiment d'impuissance, élevé par un parent sauveur, par exemple, qui a été trop couvant pour la personne. Ça donne ce côté quand même un peu confortable de ne pas vraiment prendre disposition, de prendre des responsabilités. Mais insidieusement, ça donne aussi ce sentiment de ne pas être capable. La victime va se sentir inférieure, elle va se dévaloriser. Parfois, elle se met même en position d'être critiquée. Il peut avoir des phrases du type je ne suis pas capable, je n'y peux rien. Alors je vais attirer votre attention sur ce côté pernicieux des pensées négatives. Tout simplement parce qu'il ne faut pas prendre ce mécanisme à la légère. Le statut de victime, finalement, est celui qui génère le plus d'anxiété. Et je vais vous proposer 2 exercices, là maintenant, comme ça en improvisant, pour vous permettre d'expérimenter et vous apercevoir les effets que a les pensées sur votre corps. Alors sur le premier exercice, je vais vous inviter à utiliser une des phrases qu'on a précédemment parlé, le je ne suis pas capable. Et donc vous allez devoir répéter, si vous voulez participer à ce jeu naturellement, je ne suis pas capable pendant 1 minute. Vous pouvez couper cette vidéo et le faire. Je ne suis pas capable. Et tout ça pendant 1 minute. Et on se revoit juste après. Alors, vous avez pu sentir les effets dans votre corps un peu plus tendus, un peu désagréables. Maintenant, on va refaire le même exercice, mais avec je suis une superbe personne. Ou tout simplement un merci. Une phrase qui va être totalement positive et vous la répétez pendant 1 minute et vous pouvez couper cette vidéo le temps de faire l'exercice et de vivre l'expérience. Alors, pour la plupart des personnes, vous avez pu sentir un changement dans votre corps où vous êtes un peu plus détendu, un peu plus à l'aise, et des schémas de pensée qui ont changé. Maintenant, certaines personnes ne sont pas totalement ancrées encore dans son corps, et ça arrive souvent pour les personnes qui sont dans le triangle de Cartman. Donc souvent, je propose en consultation un autre exercice. Je propose de coller les poignets. Et vous allez vérifier vos 2 index. Chez la plupart des personnes, un index est plus court que l'autre. Chez certains chanceux, ils sont tous les deux de la même taille. Pour celui qui a un index le plus court, il va choisir cet index. Pour les autres, vous en choisissez un au hasard. Et pendant 1 minute, vous allez demander, en étant dans la sensation de ce doigt, de s'allonger. Allonge-toi, 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 allonge-toi. Et on repose les mains pour constater que l'index en question s'est vraiment allongé. Donc tout ça, c'est vraiment pour faire comprendre, quand vous avez des phrases dévalorisantes de votre personne, on constate que c'est un effet physiologique sur notre corps. Donc les phrases je ne suis pas capable, je suis mauvais, tout ça a un impact particulièrement anxiogène. Donc je fais un clin d'œil par rapport à ma chaîne qui est quand même sur
la gestion de l'anxiété ou des angoisses, le fait de se dévaloriser sont des phrases particulièrement pernicieuses et le fait de les répéter les rend réelles dans votre corps. Voilà. Alors maintenant, on va passer par les étapes pour essayer de sortir de ce schéma de victime. Comme dans les précédentes vidéos, je propose toujours d'observer chez les autres personnes qui nous entourent petit à petit les schémas qui se dessinent. Vous avez vu la semaine dernière le schéma du sauveur, aujourd'hui le schéma de la victime et la semaine prochaine je vous présenterai celui du bourreau et petit à petit vous allez développer une capacité à observer et repérer ces schémas autour de vous à chaque fois qui est générateur de conflits, d'anxiété et de stress. Et ça va vous aider petit à petit à les repérer, affiner votre expérience là-dessus. Ensuite, quand ça se sera maîtrisé, nous passons à la deuxième étape où on essaye de repérer quand nous nous mettons nous en position de victime. Comme j'ai essayé de le présenter là sur le dernier exercice, il n'y a pas que le comportement de victime dans l'interaction, mais aussi de la manière que vous vous parlez. Vous vous victimisez lorsque vous vous dévalorisez. Et en troisième étape, pour aller plus loin, comme j'ai fait avec le sauveur, et je vous invite parce que l'exercice présenté sur les vidéos du sauveur peut s'appliquer avec la victime, là on va travailler sur un autre angle. Je vous invite à arrêter d'exister au travers des autres, de juger que par des références externes. Le sauveur et le bourreau ont finalement très peu de place si vous reprenez votre droit fondamental d'exister. Pour cela, voici un premier exercice. Je vous invite à revenir sur le jeu, de reprendre vos responsabilités. Je vous invite à regarder dans un miroir et j'accepte d'exister, d'utiliser ce mantra, j'accepte d'exister, je m'accepte totalement. Bon, un petit conseil, évitez qu'il y ait des témoins pendant cet exercice. Une autre petite aparté, il y a ceux qui feront cet exercice et qui comprendront qu'il n'est pas si simple de faire cet exercice. Je vous rappelle que toute estime de soi vient d'abord de vous. L'approbation des autres, ce n'est que du supplément. Cela ne peut être qu'une fondation stable pour vivre sereinement et d'amener cette force en vous au lieu d'attendre que les autres viennent vous aider, de vous prendre en main. Un dernier point, j'adore poser 3 questions aux personnes que j'accompagne. Qui es-tu? Qu'aimes-tu vraiment? Quel est ton avis? Sachant que parfaitement, on a le droit d'avoir un avis différent des autres. On est 7 milliards d'humains, on a une expérience différente, on a une vie différente et notre singularité, c'est ce qui nous rend notre zone de génie. Donc réintégrez votre pouvoir d'être vous, de ne plus jouer dans ce jeu de triangle et vous allez pouvoir révéler votre personnalité. Et finalement, il n'y a que toi qui te connais assez ou suffisamment pour savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Voilà, c'est tout sur le sujet de la victime et je vous dis à la semaine prochaine où nous aborderons le dernier rôle, à savoir celui du bourreau. Je vous dis à la semaine prochaine.